D'abord, je voudrais féliciter les autorités marocaines de l'extraordinaire organisation de cette COP22. Ce n'était pas du tout évident. À l'issue de la COP 21, où l'accord de Paris avait été engagé, puis les signatures, puis les ratifications, ce n'était pas du tout évident d'organiser une COP 22 dans la foulée de ces événements. Et je dois dire que cette COP 22 restera comme une très grande COP dans l'histoire des COP. Pour quelles raisons? D'abord parce que, et les autorités marocaines l'avaient défini ainsi, comme la COP de l'action, après la COP de l'accord de Paris, je dirais que cette COP a été beaucoup plus que l'accord de l'action. Je dirais que ça a été la COP de la confiance, la COP de la détermination et la COP de l'irréversibilité. Et rien n'était acquis d'avance. Je voudrais souligner d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, que la ratification de l'accord de Paris, et à l'heure où je vous parle, ce sont 111 pays qui ont ratifié l'accord de Paris, l'accord de ratification, les ratifications par ces 111 pays ont joué le rôle d'un bouclier de protection de l'accord de Paris. Imaginons un instant ce qui se serait passé si aujourd'hui l'accord de Paris n'était pas ratifié. Je suis convaincu que les forces de régression auraient été à l'œuvre, que certains pays qui s'étaient engagés oralement à Paris, parce qu'au mois de décembre, c'est un engagement oral autour de l'accord de Paris. Puis il y a eu les signatures, mais il fallait encore la ratification pour autoriser la mise en œuvre opérationnelle de l'accord de Paris. Et je suis convaincu que si l'accord de Paris n'avait pas été ratifié par les plus de 55% des émissions représentant 55% des États, il est évident qu'après le surgissement sur la scène mondiale de climato-sceptiques, il est évident que nous aurions dû faire face à une forme de régression par rapport à des engagements qui avaient été pris. Et donc, il est très important de comprendre à quel point la décision politique de 111 États est déterminante, et un seul État qui proclamerait son désir de se retirer de cet accord de Paris ne changerait rien à l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, puisque les règles sont ce qu'elles sont, et dès lors que plus de 55% des États, 55 États représentant plus de 55% des émissions ont ratifié l'accord de Paris, celui-ci devient irréversible. Encore faut-il lui donner du contenu, de la puissance, du mouvement, et c'est ce qui a été fait à la COP22, et j'en félicite profondément une nouvelle fois les autorités marocaines. Oui, c'est la COP de la confiance, la COP de la détermination, et le mouvement universel qui a été déclenché est un mouvement qui avance. Et il avancera coûte que coûte. C'est ce que l'on a vu ici pendant ces 10 jours. Parce qu'au-delà des décisions des États, ce qui permet de transformer un accord international sur le climat en actions opérationnelles qui vont permettre de rester en dessous des 2 degrés, c'est la mise en mouvement des différentes forces vives. C'est pourquoi je lance un appel à toutes ces forces vives, aux grandes villes, et notamment aux grandes villes américaines, pour qu'elles se fédèrent et qu'elles disent, quoi qu'il se passe, de toute façon, nous avancerons sur la réduction des dégâts climatiques. Un appel aussi aux grandes entreprises. Certaines ont déjà réagi. Toutes les entreprises qui ont été réunies dans le business dialogue, tous les fonds d'investissement qui ont été réunis dans la finance verte tout au cours de l'année 2015-2016 doivent monter en puissance et montrer que la montée en puissance précisément de la finance verte, de l'économie verte, non seulement ne s'arrêtera pas, mais au contraire va se déployer et va continuer à fédérer les entreprises et les fonds d'investissement qui n'ont pas encore rejoint, mais ils sont de plus en plus nombreux, les coalitions prix du carbone, les coalitions finance verte et les coalitions du business dialogue engagées dans la transition énergétique et dans la croissance verte. Les villes, les entreprises, les territoires aussi, qu'ils soient urbains ou ruraux, ont un rôle considérable à jouer. C'est ce que l'on voit d'ailleurs en France avec la mise en place des territoires à énergie positive,
partout, que ce soit un petit village, un groupe de petits villages, des communautés de communes, donc des plus petites agglomérations aux plus grandes, tout le monde a un rôle à jouer dans cette transition énergétique et dans cette transition climatique, parce que c'est ce qui apporte du bien-être, c'est ce qui apporte de la qualité de vie, c'est ce qui permet l'accès à l'eau potable, c'est ce qui permet l'accès à l'alimentation saine, c'est ce qui permet l'amélioration de la santé. Et c'est pourquoi aussi ce quatrième pôle de la société civile, ce sont bien évidemment les citoyens. Je crois que les citoyens de la planète ont compris ce que faisaient les chefs d'État et de gouvernement. Les citoyens de la planète ont compris de plus en plus quels sont les enjeux et au nom de ces enjeux, pourquoi des décisions comme celle-ci ont été prises. Il importe donc, et là aussi je crois que c'est ce nouveau mouvement que nous devons déployer, que l'éducation à l'environnement puisse entrer dans toutes les écoles de tous les pays de la planète. C'est un enjeu majeur, ce doit être la priorité de l'année qui vient, que l'éducation à l'environnement ait sa place auprès de toutes les générations et en particulier des plus petits et dans tout le système scolaire, de toutes les écoles, de toute la planète, que cette éducation à l'environnement puisse monter en puissance. Ça, je crois que partout où nous serons, partout où nous devons nous déployer, partout où tous ceux nombreux, ces milliers de personnes qui ont participé ici à la COP22 puissent revenir chacun dans leur pays et porter cette exigence de l'éducation à l'environnement. Alors maintenant, si l'on rentre plus concrètement sur ce qui a été acquis pendant cette COP22, dans la continuité de la COP21, on peut reprendre les 4 piliers de cette COP, l'accord, les contributions nationales, les financements et l'agenda des solutions. Ce sont les 4 piliers des négociations climatiques et je voudrais brièvement reprendre chacun de ces points. D'abord, en ce qui concerne les négociations, je crois que c'est l'engagement pour appliquer rapidement l'accord de Paris, c'est l'acquis principal de la conférence de Marrakech. Faire que l'accord de Paris se concrétise rapidement et que les objectifs qu'il fixe soient atteints. D'abord parce que la première réunion des parties de l'accord de Paris s'est mise en place. Ensuite, parce que les travaux sur les décisions d'application de l'accord de Paris, avec le lancement des travaux sur ces décisions d'application, s'est fait dans d'excellentes conditions. Je rappelle qu'il y a plus de 20 décisions qui doivent être appliquées pour mettre en œuvre l'accord de Paris. L'objectif ici à Marrakech était d'organiser le calendrier, le travail de préparation de ces décisions et les premières grandes lignes du contenu de ces décisions. Nous aurons donc 2 ans d'avance sur le calendrier initialement envisagé, puisque la date de 2018 a été arrêtée et par conséquent, on a la preuve ici de la capacité d'accélération des décisions d'application de l'accord de Paris. Sur tous les sujets essentiels, que ce soit la transparence, le bilan mondial, les contributions nationales et les mécanismes de marché, l'échange a permis de clarifier les enjeux sur ces questions qui sont pas seulement techniques, qui sont toutes des décisions politiques et les différentes parties ont déjà déposé plus de 80 soumissions pour avancer. Tous les pays également se sont accordés sur une organisation du travail d'ici la prochaine session qui aura lieu au mois de mai à Bonn. Et ce qui a été décidé, c'est qu'entre maintenant et le mois de mai, les choses avancent. Les choses avancent avec des méthodes de travail simplifiées, des mises en relation dématérialisées, un assouplissement des différentes procédures pour que l'on n'attende pas la COP23 pour acter les décisions, ni même la COP24, mais qu'au fur et à mesure des semaines qui passent, on puisse engranger les décisions, les stabiliser et mettre tout de suite en application les règlements de l'accord de Paris. Troisième avancée, chacun a pu constater que l'élan de Paris ne peut pas être brisé, je le disais à l'instant, par l'ensemble des actions qui ont été engagées. D'abord, parce que les engagements des États se sont renforcés. Le président de la République française a annoncé l'engagement de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. L'Allemagne l'avait fait également. Et nous rejoindrons la plateforme de la coalition pour le relèvement de l'ambition pour les stratégies 2050. Et ça aussi, c'est un effet d'entraînement, je crois, qui va permettre de prolonger
ce qui a déjà été fait par certains pays, notamment certains pays ont déjà publié leur stratégie bas carbone à l'horizon 2030, c'est le cas de la France, la programmation pluriannuelle de l'énergie aussi, que nous avons rendue publique. Et donc l'idée maintenant, c'est de se projeter sur 2050, ce qui est déjà d'ailleurs le cas dans la loi française de transition énergétique, mais c'est de fédérer les pays pour atteindre la neutralité carbone en 2050. D'autre part, le soutien aux pays en voie de développement pour la réalisation de leur NDC s'est renforcé puisque nous avons rejoint le partenariat pour la mise en œuvre des contributions nationales et l'AFD a annoncé une contribution de 30 millions d'euros. Ça, c'est à titre d'exemple, mais bien évidemment, ce qui est important ici, c'est les coalitions universelles, multilatérales autour de ces sujets. Ensuite, l'action pour les financements. Donc on a vu l'accord, les contributions nationales, l'action engagée pour les financements. Ce qui m'a frappé au cours de cette COP22, c'est que plus aucun pays en attente de financement n'a mis en doute l'engagement de la réalité des 100 milliards de dollars. Puisque vous le savez, il y a eu un rapport de l'OCDE il y a quelques jours qui a en effet confirmé le fait que les financements publics et les financements privés étaient désormais sur la table et que les 100 milliards de dollars prévus étaient désormais opérationnels. Cette transparence sur les financements permet de renforcer la confiance, d'organiser désormais l'ensemble des flux financiers, publics et privés, pour financer l'économie bas carbone. La France a confirmé ses engagements, bien évidemment, mais l'ensemble des pays aussi, et ça c'est heureux, ont confirmé leurs engagements sur ce sujet dans plusieurs domaines, pour ne citer que quelques exemples, les mécanismes d'alerte, les mécanismes d'assurance, la contribution sur les forêts, la contribution sur les énergies renouvelables, je vais y revenir, etc. Je voudrais maintenant évoquer les actions engagées pour la montée en puissance de l'agenda de l'action. Les recommandations sur des championnes ont été présentées ce matin. Elles vont permettre de pérenniser, de renforcer cet agenda de l'action et progressivement de l'intégrer dans le processus multilatéral. Il faudra veiller d'ailleurs que cette intégration dans le processus multilatéral n'entraîne pas une bureaucratisation du processus, mais qu'on garde bien les initiatives aux forces vives autour de ces agendas de l'action pour que les gouvernances, là aussi, soient efficaces, soient souples et soient élargies, soient inclusives aussi dans la diversité des membres de ces coalitions. Ce n'est pas seulement les États, ce n'est pas seulement les organisations, mais ce sont aussi les forces vives, les ONG, les citoyens, les territoires, les villes qui participent à ces agendas de l'action. Nous avons d'ailleurs accueilli ici, sur ce pavillon français, plusieurs de ces initiatives qui permettent de partager des solutions, de relever l'ambition. Par exemple, hier, nous avons accueilli des initiatives sur le prix du carbone, sur les systèmes d'alerte climatique, sur les forêts d'Asie centrale. Je voudrais d'ailleurs à cette occasion aussi saluer la qualité de tous les pavillons qui ont été organisés lors de cette COP22. Je pense en particulier au pavillon marocain où je vais me rendre dans quelques minutes après notre rencontre avec le ministre de l'Énergie pour lancer son événement sur les énergies renouvelables au Maroc. Je pense au pavillon africain où je suis passée tous les jours, où il y avait vraiment un foisonnement d'initiatives et de vitalité extraordinaire qui était vraiment la vitrine de cette COP africaine. Et c'est pour ça que je voudrais vous dire maintenant quelques éléments sur le bilan de cette COP22 concernant les énergies renouvelables et l'Alliance solaire internationale. D'abord, l'Alliance solaire internationale. C'est une des grandes avancées de cette COP22 puisque lancée en avril 2016 avec les 2 programmes financement à l'échelle et application au solaire rural, 6 autres pays ont adhéré à cette coalition solaire, à cette alliance solaire, dont les statuts ont été signés avec plusieurs pays pendant la COP22. Ce qui veut dire que désormais, la gouvernance de l'alliance solaire est mise en place et que les premiers appels à projets vont être lancés. La décision de l'Alliance solaire, c'est de lancer le premier appel à projet sur les pompes solaires pour l'agriculture, d'une part. D'autre part, il y a une initiative sur les petites îles
Et le troisième appel à projet, c'est sur l'éclairage rural et urbain, des quartiers urbains en autoconsommation. Quelle est l'idée de génie de cette alliance solaire, pilotée désormais par l'Inde? C'est que, au fond, en se regroupant, on fait baisser les prix des énergies renouvelables. En se regroupant, on consolide la confiance. En se regroupant, on élimine le nombre d'intermédiaires. En se regroupant, on échange des informations sur qui sont les entreprises sérieuses, quels sont les bons prix à pratiquer, où est-ce qu'il y a besoin d'ingénierie, où est-ce qu'il n'y en a pas besoin. Et donc, c'est à la fois d'être solidaire sur les appels à projets, de maîtriser les prix et de ne pas être dépendant, au contraire, soit des entreprises multinationales, soit des bureaux d'études qui revendent à chaque pays les mêmes études en faisant des photocopies. On connaît ça. Et par conséquent, c'est permettre aux pays qui lancent ces appels à projets de maîtriser les processus économiques et financiers des investissements sur les énergies renouvelables. Au total, aujourd'hui, ce sont 16 pays, j'ai dit 6, ce sont 16 pays qui ont adhéré à l'Alliance solaire internationale. Ensuite, l'initiative sur les énergies renouvelables en Afrique a connu une avancée très importante, puisqu'il y a eu le sommet des chefs d'État africains, avec les différentes déclarations des chefs d'État africains. Je voudrais saluer le leadership d'Alpha Condé sur cette initiative des énergies renouvelables, la déclaration qui a été lue par Macky Sall, le président du Sénégal, le travail du président Adesina de la Banque africaine de développement, l'engagement de l'Union africaine. Et donc, il y a un travail de sélection de ces premiers projets qui seront financés par les 10 milliards de dollars qui ont été mis sur la table et qui seront rendus publics en début d'année à la prochaine réunion de l'Union africaine. Mais il y a une maturité dans le choix autour de ces projets. Nous avons eu ici plusieurs réunions de travail, puisque la France a été facilitatrice, vous le savez, à la fois par le rapport sur les énergies renouvelables et les plus de 200 projets que j'ai identifiés à travers le continent africain. Ces 200 projets ont servi d'amorcer l'inventaire des projets, puisque la Banque africaine de développement a fait un travail complémentaire pour compléter cet inventaire, et plusieurs pays africains ici sont venus avec des projets complémentaires qui vont être intégrés donc, dans cette liste, avec un travail itératif d'ici la fin de l'année pour compléter cette liste, pour affiner la sélection des différents projets et pour en face identifier à la fois les flux financiers, soit les flux de la Commission européenne qui, vous l'avez entendu, a annoncé les projets qui allaient être financés par la Commission européenne, les flux des coopérations bilatérales et bien évidemment les flux décidés sur la base de ces 10 milliards de dollars qui sont des fonds supplémentaires, comme l'a bien précisé le président de la République française, et non pas un réhabillage de ce qui existe déjà. À quoi s'ajoute le lancement du fonctionnement de l'unité indépendante de gestion de l'initiative des énergies renouvelables en Afrique, qui a été mis, donc placé auprès de la Banque africaine de développement, c'est-à-dire pas de création d'une nouvelle bureaucratie, mais au contraire, l'utilisation des structures existantes, et en particulier celle de la Banque africaine de développement et toutes les différentes expertises qui peuvent venir en appui. La France, qui s'était engagée à financer la mise en place de cette unité de gestion et les premiers projets, en tout cas la première ingénierie des projets pour les faire démarrer au plus vite, a tenu son engagement puisque les financements français ont été crédités sur le compte de la Banque africaine de développement par l'intermédiaire de son compte à la Banque centrale française. Donc, je crois que si on veut regarder les avancées très importantes de cette COP22, qui a été définie comme une COP africaine, et c'est une COP africaine, d'abord je voudrais saluer la présence très importante de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement du continent africain, la qualité des réunions, qu'elles soient techniques, qu'elles soient au niveau des chefs d'État et de gouvernement, le suivi et les annonces par Sa Majesté le roi Mohamed VI des 3 commissions de travail
à l'issue de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement. Les 3 déclarations très importantes que j'évoquais tout à l'heure, celle donc du président du Sénégal, Macky Sall, celle d'Alpha Condé et celle de la représentante de l'Union africaine, qui structure cette initiative sur les énergies renouvelables en Afrique. Donc les bases solides de la montée en puissance, de la réalisation des projets qu'il faudra suivre, bien sûr, mois par mois, pour, à la fin de la COP22, faire ce premier bilan des réalisations de terrain. Cela constitue vraiment un des points les plus forts du bilan de la COP22 et une dynamique les plus fortes, bien sûr, autour de laquelle il va falloir continuer à se rassembler, et la France va continuer à jouer un rôle de facilitatrice chaque fois qu'elle sera, bien évidemment, sollicitée pour cela. Mais maintenant, le dispositif est entre les mains des pays africains. C'est à eux de décider pour l'Afrique ce qui est bon pour les États africains, mais nous serons là chaque fois que nous pourrons être utiles. Je voudrais bien évidemment également évoquer les avancées sur l'océan, qui a constitué un des temps forts. Je me réjouis que les autorités marocaines aient repris ce thème que la France avait intégré pour la première fois de l'histoire des COP à la COP 21, aussi étrange que cela puisse paraître. Et alors que la planète est couverte à 70% par l'océan, c'était un thème qui avait été oublié des COP précédentes. Et donc, pendant des années, on s'est désintéressé de l'océan, alors que l'avenir de la Terre, c'est la mer, on le sait, ne serait-ce que par la dimension géographique, mais aussi par les ressources très importantes que recèle l'océan, et avec le défi considérable qui est le suivant: est-ce que nous serons capables de faire du développement durable avec l'océan et de ne pas refaire ce qui a été fait avec la Terre, c'est-à-dire du développement non durable et de la pollution? Donc les 3 thématiques concernant l'océan ont été ici approfondies. Comment lutter contre la surexploitation des ressources de l'océan? Comment lutter contre la pollution de l'océan, avec la coalition sur les sacs plastiques, en particulier sur tous les déchets plastiques? Et surtout, comment valoriser l'océan, et notamment grâce aux énergies marines? Donc ces 3 problématiques ici ont beaucoup avancé, et des travaux vont se poursuivre sur la question de l'océan. Je voudrais féliciter ici la plateforme Océan qui nous avait permis d'être vraiment à l'offensive pendant la COP 21, et aujourd'hui la montée en puissance avec une fédération de nouveaux acteurs autour de l'océan. Je n'oublie pas dans cette problématique le travail sur la Méditerranée. C'est un point qui me tient particulièrement à cœur. Comme vous le savez, j'ai l'intention d'organiser donc une réunion internationale sur la Méditerranée en début d'année prochaine, parce que cet espace si fragile, qui était un petit océan à elle toute seule, c'est vraiment l'articulation de ce qui nous unit entre l'Europe et la COP de Paris, qui a été une COP en Europe, et aujourd'hui la COP africaine. Et donc cette articulation, cette solidarité entre l'Europe et l'Afrique s'organise autour de la Méditerranée. Et j'ai bien vu sur l'ensemble des représentants des 21 États du pourtour méditerranéen à quel point il y avait une attente sur des décisions opérationnelles, non seulement sur la protection, mais aussi sur la valorisation de la Méditerranée, qui est d'ailleurs un des espaces de concentration urbaine les plus importants de la planète, et de concentration touristique aussi les plus importants de la planète. Donc il y a des opportunités aussi de développement durable, de croissance verte, de croissance bleue autour de la Méditerranée, à condition que le processus soit maîtrisé et que la Méditerranée soit protégée et soit même reconquise en un certain nombre de dimensions qu'elle a perdues, notamment dans le domaine de la biodiversité. C'est aussi un des espaces les plus frappés par le dérèglement climatique, avec l'acidification de la Méditerranée, la pollution, la mutation aussi des espèces qui s'y trouvent. Et donc la coalition de chercheurs autour de cet espace, des chercheurs issus des 21 pays du pourtour méditerranéen, seront réunis très prochainement. Je vais en prendre les initiatives avec le Maroc. Nous avons décidé avec le Maroc, avec la principauté de Monaco qui a été très présente pendant ces événements océans, nous avons décidé à tous les 3 d'organiser, de reprendre une initiative, non seulement pour la réunion internationale de haut niveau que j'évoquais tout à l'heure, qui sera donc en co-invitation du Maroc, de la principauté de Monaco et de la France, mais aussi de prendre l'initiative de réunir l'ensemble des scientifiques
autour des problématiques de la Méditerranée pour préparer cette conférence internationale de haut niveau. Ce qui me permet d'aller dans une liaison tout à fait naturelle entre l'océan et l'eau. Je crois que les questions de l'eau ont joué aussi ont occupé une place centrale lors de cette COP22, et notamment par des accords bilatéraux entre les agences de l'eau, les différents fleuves. Il y a eu notamment des initiatives magnifiques sur les fleuves africains qui ont été pris ici. Et je crois que ces bases nouvelles, c'est vraiment une création de la COP22, puisque nos amis marocains avaient fait de la question de l'eau aussi une priorité. Et je crois que là, les objectifs ont été remplis par rapport à tous les événements qui se sont déployés sur la question de l'eau et sur la question de la gestion des bassins et des fleuves. Il y a eu également des initiatives sur le bâtiment, des initiatives sur l'agriculture, des initiatives sur la forêt, des initiatives sur la prévention des risques, et en particulier l'initiative CRUISE sur la prévention des risques, et notamment le dispositif d'alerte précoce sur les petits États insulaires, a beaucoup progressé au cours de cette COP22. Je voudrais, pour terminer, vous dire qu'il y a maintenant 4 priorités. D'abord, accélérer la précision sur les règles d'application de l'accord de Paris. Il ne faut pas traîner, il faut avancer. Et moi, j'ai senti ce sursaut, d'ailleurs, ici, pendant la COP22, à l'annonce, lorsqu'on a entendu les annonces sur les risques de remettre en cause l'accord de Paris et de ceux qui voulaient en sortir ou qui déclaraient vouloir en sortir. J'ai vu dans les différentes réunions de travail et dans les échanges que j'ai pu avoir la prise de conscience qu'il fallait vraiment, bien sûr il y a l'échéance 2018 qui est déjà un progrès par rapport à 2020, mais vraiment la volonté aussi d'améliorer les méthodes de discussion pour, comme je le disais tout à l'heure, au fur et à mesure, lorsque les règles soient clarifiées, on les acte et on les annonce. Donc ces règles, c'est la transparence, c'est la question sur le bilan mondial, ce sont les contributions nationales, ce sont les pertes et dommages, c'est l'équilibre entre l'adaptation et l'atténuation. Et donc là, et je sais que Patricia Espinosa, qui a exactement le même point de vue, va être très vigilante pour que les problématiques s'accélèrent, les méthodes s'allègent, et que vraiment cette dynamique positive et enthousiasmante imprègne également les négociations sur les règles d'application. Le deuxième enjeu pour les mois qui viennent et les semaines qui viennent, c'est l'augmentation de l'ambition, rehausser l'ambition. On le sait, on le répète, et il faut le répéter, c'est que l'addition aujourd'hui des INDC nous met au-dessus des 3 degrés. Il faut donc améliorer l'ambition. Nous avons une responsabilité aussi pour que l'Union européenne et la France soient exemplaires et présentes après le bilan facilitateur qui sera le grand rendez-vous de l'ambition des contributions nationales et européennes plus ambitieuses. C'est ce travail aujourd'hui que je porte au sein de l'Union européenne dans la réunion des ministres de l'Environnement pour que la Commission également accélère son travail et que nous puissions rendre des comptes et être exemplaires sur le renforcement et l'augmentation de l'ambition dans la lutte contre le changement climatique, en particulier sur l'atténuation en ce qui concerne les pays les plus pollueurs de la planète. Le troisième objectif, c'est le respect des engagements financiers. Les pays développés doivent démontrer qu'ils tiennent les engagements financiers. Je l'ai dit tout à l'heure, ces engagements sont tenus, mais il y a un suivi. Il y a la démonstration, il y a la politique par la preuve, il y a l'engagement par la preuve. Et cela, je sais que les pays les plus vulnérables, ceux qui subissent le dérèglement climatique sans avoir les moyens de leur croissance, sont extrêmement vigilants et nous devons être à la hauteur de cette vigilance dans la mise en œuvre des contributions financières. Et enfin, comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut que maintenant les pays ou les groupes de pays présentent les stratégies de développement bas carbone à moyen terme, à l'horizon 2050, parce que c'est très rapide. Tout cela va en fait très vite. Et plus on fixe un objectif à 2050, plus on peut être efficace dans le court terme.
Parce que j'entends certains dire, mais 2050, c'est loin, il ne faudrait pas oublier l'urgence. Moi, je considère que l'urgence et l'efficacité dans les actions au quotidien ont besoin aussi d'une ligne d'horizon. C'est ce que nous avons fait dans la législation française et dans les stratégies françaises, mais c'est ce qui doit être aussi déployé à l'échelon européen. Je veux que l'Europe donne l'exemple et soit exemplaire sur ces sujets-là. Elle a un peu traîné les pieds à un moment parce que nos procédures sont plus compliquées. Nous avons dû bousculer les procédures européennes. Eh bien, vous pouvez compter sur moi pour continuer à bousculer les procédures européennes traditionnelles pour qu'il y ait à la fois une prise en compte de l'urgence meilleure, une prise en compte de la nécessité de renforcer les ambitions et une prise en compte des perspectives opérationnelles à l'horizon 2050 avec la neutralité carbone. Et j'observe avec satisfaction que beaucoup de pays européens, ici représentés, ont adhéré aussi à cette dynamique à l'horizon 2050, qui est d'ailleurs demandée par les pays africains. Les pays africains ne veulent pas que les pays les plus pollueurs de la planète restent juste aux stratégies d'urgence. Ils veulent être assurés d'une action structurée au long cours et sur le long terme. Mais le long terme, en ce qui concerne le dérèglement climatique, devient très vite du court terme à cause de l'inertie des mécanismes. Les mécanismes en matière climatique sont très inertes, ils sont très lents. Et en même temps, ce qui est très positif, ce qui est enthousiasmant et ce qui peut permettre de nourrir l'optimisme, c'est que les mutations technologiques sont finalement plus rapides que ce que l'on avait imaginé. On le voit avec toutes les entreprises qui se sont engagées, on le voit dans la mission innovation, on le voit dans les sauts technologiques et on le voit dans la baisse des prix du renouvelable. Mais il faut maintenir le cap. Et c'est pour ça aussi que la coalition prix du carbone est une coalition très importante. Et d'ailleurs, quand j'entends le futur président des États-Unis d'Amérique dire que tout cela va être arrêté, qu'il n'y aura plus de prix du carbone, etc., je me félicite de voir que des villes américaines s'attribuent un prix du carbone, des entreprises américaines et même des entreprises mondiales ont déjà se sont déjà imposées à elles-mêmes un prix du carbone et que les réformes sur le reporting vert qui est inscrit dans la loi de transition énergétique française et qui sert aujourd'hui d'exemple dans son article 173 sur le reporting vert, ont fait l'objet ici à Marrakech d'un travail de coopération entre les différentes entreprises et avec les fonds d'investissement qui ont déclaré être prêts à mettre sur la table du reporting vert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apporter aux actionnaires la preuve de la réorientation des investissements vers la croissance verte, de la réorientation des investissements vers l'économie décarbonée, de la réorientation des investissements vers les innovations qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc cette dynamique-là, elle est en mouvement. Ça ne veut pas dire que tout sera facile, ça ne veut pas dire que tout est acquis. Rien n'est jamais acquis de toute façon, définitivement, on le sait, rien n'est jamais acquis. Donc ça veut dire que la force qui s'est déclenchée à Marrakech dans la foulée de la ratification doit bien évidemment être entretenue, être vivifiée, être encouragée et que les différents acteurs, les différentes forces vives qui se sont réunies ici et qui se sont appropriés le travail des États. Et si je devais aussi souligner au fond l'apport de Marrakech, c'est qu'on est passé d'une COP des États vers une COP des forces vives, entreprises, territoires, villes, citoyens. Et les conditions de la réussite de l'application de l'accord de Paris sont en mouvement parce qu'on aurait pu avoir simplement une COP des États. Mais là, le passage de la COP des États, c'est-à-dire des décisions étatiques qui sont absolument indispensables, qui sont cruciales, ce sont les décisions des différents conseils des ministres, des chefs d'État et de gouvernement et des différents parlements, le transfert vers l'appropriation, la co-construction et le transfert des actions sans lesquelles il n'y aurait pas de résultat sur le réchauffement climatique. Je rappelle que 70% des actions d'efficacité, de lutte pour le climat se décident à des échelons infra-étatiques, les villes, les départements, les entreprises, les citoyens et les ONG, bien évidemment, qui jouent aussi un rôle crucial d'aiguillon. On voit bien que ce transfert de responsabilité ou cette association, cet élargissement de la COP des États vers la COP
On dit parfois de la société civile. Je n'utilise pas souvent ce mot parce que les citoyens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Trop société civile. Moi, je préfère parler des forces vives des États, des territoires et même au-delà des frontières, puisque le dérèglement climatique et les pollutions n'ont pas de frontières, on le sait. Et donc ces coalitions qui, au-delà des frontières, se constituent entre citoyens, entre villes, entre territoires et entre entreprises, c'est vraiment la garantie, l'assurance vie de l'accord de Paris sur le climat. Et autrement dit, Marrakech a posé les bases de l'assurance vie de l'accord de Paris sur le climat. Et pour cela, je voudrais vraiment en féliciter les autorités marocaines qui ont fait un travail extraordinaire, féliciter l'Organisation des Nations Unies et la CNUC, les équipes de la CNUC, et bien évidemment les équipes de tous les pays qui ont été présents lors de cette COP22, qui ont donné beaucoup d'intelligence, d'imagination et d'énergie pour que nous puissions envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et je voudrais peut-être me permettre de dire que la planète s'est fixée et a retrouvé aujourd'hui un désir d'avenir, parce que je pense que sans cette aspiration pour l'avenir, ou avec cette aspiration pour l'avenir, alors je crois que les actions sont au rendez-vous de ce défi climatique que nous avons relevé aujourd'hui tous ensemble, et que le travail continue plus que jamais. Merci de votre attention.